Dans le cadre de la série Jeunes émergents, notre équipe de reportage a eu le privilège de suivre le passage inspirant du docteur Christian Bungu, médecin congolais, entrepreneur visionnaire et philanthrope engagé, aujourd'hui expatrié au sein d'une grande organisation internationale. Son retour au pays, bien que bref, a été marqué par une série d'initiatives concrètes qui traduisent sa volonté de contribuer activement à l'essor du Congo. Dès son arrivée à Pointe-Noire, le Dr Bungu s'est rendu sur plusieurs chantiers. Polyclinique, le Centre médical international. Situé dans la zone de la base industrielle, cette structure médicale est en pleine extension. Le Dr Bungu a salué les efforts déployés pour améliorer l'accès aux soins de qualité. Restaurant à Mongompuku, un projet gastronomique qui allie emploi local et valorisation des produits du terroir. Ces visites ont permis de mettre en lumière une dynamique entrepreneuriale locale en pleine effervescence, portée par des investissements responsables et tournés vers l'avenir. L'un des moments forts de ce séjour fut la signature d'un partenariat entre le Dr Bungu et l'université EMIP. Ce partenariat gagnant-gagnant vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés en créant des passerelles entre le monde académique et les réalités du terrain. Une initiative saluée par les étudiants et les enseignants qui voient en elle une opportunité de transformation durable. À travers ces interventions, le Dr Bungu a partagé une vision claire, celle d'un Congo ambitieux, inclusif et résolument tourné vers l'excellence. Son parcours, entre médecine entrepreneuriale et engagement social, incarne une nouvelle génération de leaders qui refusent de rester spectateurs. Nous avons eu l'occasion de le recevoir dans cette version podcast et nous avons échangé sur plusieurs thématiques. Quand une haute responsabilité ne suffit plus seulement à servir le bien public, mais également la communauté en général. Docteur Christian Bungu, bonjour. Bonjour Emmanuel. C'est pour la seconde fois sur ce plateau. Oui, mais ça fait quelques années. Ouais, on a changé de cadre. Cette fois-ci, c'est la version podcast. Mais exceptionnellement, ça a été précédé par un reportage que nous avons suivi sur vos activités. Court et bref séjour au Congo. Parce qu'on rappelle qu'en ce moment, vous êtes expatrié. Mais pourquoi il était si important pour vous de marquer ce passage par des différentes activités que nous venons de voir? L'idée est simple, c'est que c'est la première fois que j'ai, durant mes congés, la possibilité d'être au Congo suffisamment longtemps. Donc, on est entre 3 semaines et 1 mois. Et les séjours précédents, justement assez courts, ne m'ont pas permis de relancer un certain nombre d'activités en sommeil. Donc, j'ai décidé, cette fois-ci, au vu du temps que j'avais à Pointe-Noire, de profiter de l'occasion pour remettre un peu de l'ordre, on dit, dans la maison. Vous êtes médecin de formation, diplômé, bien sûr, de santé publique, diplômé de santé maritime et ex-sportif de haut niveau. Ça fait beaucoup. Comment et vous avez occupé beaucoup de fonctions ici dans une grande entreprise de la place, et aujourd'hui vous êtes expatrié. Comment se fait le pont? Alors déjà, c'est un cheminement de carrière. L'expatriation, elle arrive pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est déjà dans le cadre du développement de la ressource. Votre entreprise peut décider à un certain moment de votre carrière, pour vous faire franchir un palier, de vous envoyer à l'extérieur, déjà pour que vous ayez une certaine exposition, que vous preniez contact avec la hiérarchie, sinon tous les collègues qui sont au siège, mais aussi pour que vous profitiez de l'expérience d'une autre succursale ou encore justement de la maison mère. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, après 2-3 années passées au niveau du siège de la société ENI, j'en ressens grandi et avec une meilleure vue, sinon plus globale, des activités pour lesquelles nous n'étions que des exécutants. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est au niveau stratégique. Au niveau stratégique. Très bien. Nous allons continuer. Vous l'avez dit qu'en entrée de jeu, vous avez profité de ce court séjour pour mettre de l'ordre dans la maison. Et en dehors d'avoir toutes ces qualifications, vous êtes également entrepreneur, multicasquette, avec beaucoup d'activités. Et vous avez mis en place une clinique, on va dire ça comme ça, ou encore un centre médical. Pourquoi il était si important alors que, voilà, de mettre en place ce centre médical? Alors, je dois dire d'abord que c'est le rêve de tout médecin, que disons, au milieu, à la fin de sa carrière, de mettre en place une infrastructure médicale qui peut être de petite ou de moyenne dimension, donc un cabinet médical ou encore
une clinique, pourquoi une polyclinique lorsqu'on a plus de moyens? C'est d'abord un rêve. Je pense que tout médecin qui aspire demain à être un tout petit peu autonome grâce à la profession libérale qui est la nôtre, veut avoir une clinique de renom pour perpétuer effectivement son exercice, peut-être même après la retraite. Et deuxièmement, je dois rappeler un tout petit peu que bon, j'ai la double casquette d'être aussi des fois à l'international et je m'étais rendu compte assez vite que chaque fois nous avions le reproche de dire ah mais dans ton pays bah, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. On avait quand même l'impression qu'il y a une bonne dizaine d'années, beaucoup des structures de la place ne répondaient pas aux standards internationaux. Donc l'un des objectifs aussi, c'est de dire même si on y va progressivement, c'est de porter la médecine au Congo à un niveau qui correspond justement aux standards internationaux parce que la médecine a des codes, a des règles, a des recommandations, a des standards qu'il faut respecter. Ce n'est pas un art qu'on peut, ou encore une profession qu'on peut exercer dans son petit coin sans tenir compte des bonnes pratiques en matière de médecine. Donc c'est un peu ces doubles objectifs. Premièrement, c'est un rêve pour tout médecin. Et deuxièmement, c'est justement profiter de cette exposition et cette expérience internationale que nous avons pour porter ces standards au niveau de notre pays, le Congo. Et en particulier actuellement à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. C'est vrai que c'est une structure privée, mais comment vous aidez la communauté? Ça, on va vraiment y rebondir parce que la problématique de santé publique, ça commence vraiment à faire parler. Comment est-ce que vous aidez la communauté? Alors, il y a plusieurs moyens. Au jour d'aujourd'hui, un de mes mentors me disait que c'est pas parce que vous êtes médecin que vous enrichirez dans la médecine. On peut faire des actions communautaires par le soin, mais aussi, on peut faire aussi des actions communautaires par les dons, ou encore par les partenariats. L'exemple le plus récent, c'est que nous venons de signer avec l'École internationale de management EMIP un partenariat qui nous permet d'encadrer les stagiaires, de les recevoir au Centre médical international et leur donner la possibilité d'avoir des compétences spécifiques pour leur future carrière et pourquoi pas être rapidement mis sur le marché, obtenir un job. Donc, nous pouvons aider la communauté de plusieurs façons. Nous soutenons un certain nombre d'activités, des jeunes sportifs, aujourd'hui des partenariats avec des écoles. Donc, nous impliquons, mais je rappelle que aider la communauté lorsqu'on a un centre de soins, ce n'est pas simplement faire du soin parce que là aussi, bon, ça engage des coûts. La médecine n'étant pas une science exacte, vous pouvez vous engager dans une prise en charge et que la prise en charge dépasse effectivement les prévisions que vous aviez faites. Donc, au jour d'aujourd'hui, notre action est plus focalisée sur la communauté, mais pas dans le médical spécifiquement. Est-ce qu'il y a des campagnes que vous avez prévues à long terme pour la grande population, par exemple, à travers votre clinique? Oui, à court terme, nous prévoyons une campagne pour le diabète et l'hypertension artérielle, je pense autour de mi-septembre, parce qu'elle va coïncider avec l'extension du Centre médical international, dont les travaux sont actuellement en cours. Donc nous voulons justement que cette opération serve aussi de promotion pour la clinique, mais bien sûr de promotion pour la santé de la population. Donc elle est prévue, comme nous le faisons, je pense, chaque année. Cette année, nous l'avons prévu. Nous aurions pu le faire avant. Nous avons tenu à le faire coïncider justement pour que les deux événements soient alliés et qu'on ait la possibilité justement de découvrir le nouveau centre médical international, du moins son nouveau centre de traitement ambulatoire. Exact. La population aujourd'hui souffre. Vous avez longtemps évolué dans un secteur privé et en dehors de cette entreprise-là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont la possibilité de donner des dons, d'organiser des campagnes. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'entre vous, les hauts cadres, que vous puissiez faire une coalition et dire, les gars, quand il y a urgence, est-ce qu'on peut soulager? Alors, les urgences, je pense qu'il faut toujours les distinguer. Je ne sais pas si là, en l'occurrence, vous voulez parler des urgences sanitaires. Oui, les urgences sanitaires. Voilà, une situation d'épidémie, parce que je pense que récemment, il y a d'autres types d'urgences, par exemple, le défaut de soins, parce que nous avions quelques structures publiques qui étaient en grève. Nous sommes retrouvés, comme on dit, avec un trop-plein de personnes. Pour moi, je considère que ça aussi, ce sont des urgences. Pour embrayer sur le premier point, c'est les urgences de santé publique ou les urgences sanitaires. Mais effectivement, ce serait l'idéal de mutualiser les efforts pour justement avoir un plus grand impact. Il arrive très souvent dans notre pays que on se déplace dans un centre de santé pour déposer le glucose et ainsi de suite, quelquefois sans pourtant maîtriser le besoin exact de la population. Mais je pense qu'il s'agit simplement, premièrement, de collaborer avec les structures publiques, donc le ministère de la Santé,
Et deuxièmement, de trouver le moyen d'avoir une plateforme qui s'intéresserait à ces questions-là. Nous avons la Fédération médicale du Congo, d'accord, qui est aussi une plateforme où un certain nombre de privés se retrouvent. Pour l'instant, nous n'avons pas ce genre de sujet à l'ordre du jour, mais pourquoi pas, ce serait l'occasion de commencer à réfléchir, parce que nous avons déjà évoqué le problème des grèves, de commencer à réfléchir pour que des actions soient menées ensemble dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et que nous puissions faire un peu de chacun, va faire beaucoup pour la population. Et deuxièmement, comme je le disais, il y a une vraie collaboration à mettre en place avec le secteur public en ce qui concerne les urgences de soins. Parce que les grèves au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'elles se multiplient dans le pays. On ne va pas rentrer sur les causes qui sont probablement des causes conjoncturelles parce que le pays traverse une crise économique. Mais il y a là quelque chose à faire si la collaboration avec le privé qui représente quand même aujourd'hui quasiment un peu plus de 50% de l'offre de soins au Congo, pour que dans ce genre de situation, la population ne soit pas délaissée, que nous ayons la possibilité, peut-être pourquoi pas, d'aménager nos tarifs pendant un moment afin de les recevoir et de les soulager en de soit. On parle toujours de tarifs, alors que la population, ils ont horreur de ça. La RSE, on en parlait tout à l'heure. Et si, dans cet élan, vous devriez lancer un message à vos confrères ou à vos collaborateurs, ça serait quoi? C'est-à-dire que les plateformes existent, les problèmes aussi sont plus ou moins connus. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup d'entre nous sont dans des groupes WhatsApp, professionnels, familiaux ou autres. Donc, en général, les gros problèmes du pays arrivent rapidement sur nos téléphones, sinon rapidement à nos oreilles. La question, c'est justement de trouver le moyen d'avoir quelque chose de dédié, c'est-à-dire un groupement, une association qui pourrait justement constitué comme une espèce de cellule de crise afin de réagir rapidement et avec efficience lorsque le pays traverse une situation sanitaire catastrophique. Je pense que l'expérience de la Covid a démontré que l'on pouvait le faire. Nous avions, par exemple, toutes les structures médicales, une réunion hebdomadaire au niveau de la direction départementale de la santé. C'est des choses qui peuvent se refaire. Il suffit que chacun y trouve de l'intérêt, sinon qu'il mette du cœur. Comment vous voyez l'évolution du secteur médical au Congo? Alors, l'évolution du secteur médical au Congo est très bonne. Je pense que ce secteur est en forte croissance, au-delà du Congo, même en Afrique centrale. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que je pense qu'il n'a échappé à personne que la qualité des infrastructures qui sont mises en place au Congo-Brazzaville aujourd'hui a franchi un cap. Je pense qu'à Brazzaville, nous avons un majestueux hôpital qui est là, que je ne citerai pas, et qui montre quand même que nous avançons en matière de technologie, du moins dans le domaine privé. Et je parle aussi en faisant un petit clin d'œil au domaine public avec les hôpitaux généraux dont l'extension aujourd'hui se fait. Je pense que bientôt ce sera CBT. Donc au niveau de la qualité des matériaux, de la qualité des équipements, je pense que le Congo est en forte croissance. Et deuxièmement, au niveau de la qualité des soins proposés à la population, il y a aussi de la forte croissance. Pour le petit exemple, nous avons aujourd'hui la procréation médicale assistée qui est faite au Congo-Brazzaville, par d'ailleurs le sénateur, mon cher aîné, Dr Matete Mounoua, au niveau de sa fondation. C'est des choses que nous n'avons pas hier au Congo. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui arrivent, le Congo n'est pas en marge, les professionnels sont formés, nous avons beaucoup de jeunes qui rentrent, nous avons la possibilité de faire encore plus. Et donc, les trois secteurs sont aujourd'hui couverts. Le secteur des infrastructures, le secteur des technologies et même des ressources humaines qui est le nerf de la guerre. Il faut bien qu'il y ait des gens, justement, pour porter la médecine au Congo à un certain niveau. Et je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont dans la recherche au niveau de la faculté des sciences de la santé, parce qu'ils font un travail formidable dans l'encadrement des étudiants et pourquoi pas pour porter notre médecine à un niveau conséquent. Aujourd'hui, vous avez mis votre costume, on est loin des terrains de basket, mais vous portez ça toujours dans le cœur. Dans le reportage, on a vu que vous avez fait un don à des jeunes qui n'avaient pas assez de moyens, mais qui utilisaient le basket comme moyen d'épanouissement, en fait. Pourquoi il était si important? Et déjà, est-ce que ça va s'arrêter là? Alors, en général, lorsque vous arrivez quelque part et que vous êtes, on va dire, un responsable, sinon un père, parce que j'ai été président de la Ligue de basket à Pointe-Noire, donc vous êtes comme un père de famille, il est important de toucher ou de vous renseigner sur les différents points de vulnérabilité. Il y a forcément dans un groupe certains qui ont plus de difficultés que d'autres et ce travail a été fait. Et à l'occasion justement de cette recherche, on m'a indiqué qu'il y avait un groupe de jeunes qui
se débrouillaient au niveau du camp de la marine. Et donc, ils sont venus vers moi. Nous avons fait la démarche d'aller sur place, sur le terrain, regarder un tout petit peu comment ils se débrouillaient et identifier un certain nombre de besoins, dont le besoin prioritaire était justement de leur permettre d'avoir des ballons pour pratiquer la médecine, le basket. Le basket, ouais. Vous savez, c'est la période des vacances. Et les enfants ont besoin justement de s'épanouir, de trouver des activités aussi pour lutter contre la délinquance juvénile. Donc, nous avons estimé que voilà, le peu de moyens que nous avions nous pouvait nous donner la possibilité de récupérer quelques ballons. Et quand c'est comme ça, nous le faisons avec un grand plaisir chaque fois que nous sommes sollicités pour apporter un petit support aux jeunes justement pour les aider à être dans les activités saines. Le jeune sportif aujourd'hui, ça représente un fort potentiel également parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'école mais qui ont du mal à concilier études et sport. Comment vous pouvez les orienter? Ça serait bien d'organiser une masterclass. Je pense que... Diable rouge quand même, et puis médecin en même temps, et président de la Ligue départementale. On se pose la question, comment vous avez fait? Alors, c'est vrai que maintenant que vous en parliez, j'aurais probablement 2-3 bons conseils à donner aux jeunes d'aujourd'hui. Après, la question, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Tout est une question de vocation. Pour ceux qui aspirent à être des basketteurs professionnels, je pense qu'il faut beaucoup travailler et pourquoi pas s'exporter. Il faut sortir. Le Congo aujourd'hui, pour diverses raisons, d'ailleurs, des raisons de sanctions internationales, ne permet pas aux jeunes d'aller plus loin et de faire une vraie carrière pour devenir professionnel et aller partout dans le monde, comme nous avons des exemples aujourd'hui, Serge Ibaka et autres qui ont bien réussi dans le domaine. Pour les autres, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et là, il y a un gros travail à faire au niveau des encadreurs, parce que nous avons eu la possibilité de faire cette carrière, parce qu'il y avait derrière nous des personnes qui insistaient pour voir nos résultats scolaires. Ne fût-ce que ça. C'est-à-dire qu'on venait jouer au basket, mais il y avait toujours quelqu'un qui veillait à ce que, à la fin du mois, à la fin du trimestre, on veut voir les bulletins pour être sûr que la priorité n'est pas seulement donnée au sport, mais aussi aux études que vous faites. Donc voilà un tout petit peu, plus ou moins les deux grands axes. Il faut d'un côté, pour ceux qui choisissent vraiment de faire carrière, de prendre le risque vraiment de choisir le basket et d'aller jusqu'au bout de l'effort. Et de l'autre côté, pour les autres, mais essayer de maintenir un équilibre entre effectivement sa vie académique, donc scolaire, et la pratique du sport, qui lui a un double impact. Ça aide aussi dans les études, parce que quand vous faites du sport, en général, voilà, le cerveau est bien oxygéné, vous êtes en forme physiquement, vous dormez mieux, et pourquoi pas, vous travaillez mieux. Une grande carrière professionnelle, une autre carrière à l'international, une grande carrière sportive. Avec tout ça, est-ce que il était important de vous tourner vers la population? Pourquoi il est si important pour vous de servir la communauté? Alors, comme je le dis assez souvent, on n'a qu'un seul pays. Nos ancêtres et nos parents nous ont laissé le Congo. On peut faire carrière à l'international, et d'ailleurs je le recommande à tous les jeunes Congolais qui me suivent. Mais je dis souvent que premièrement, c'est pas notre pays, même si ça devient pour certains un pays d'adoption. Et deuxièmement, il est difficile de s'enrichir à l'étranger ou de vivre convenablement à l'étranger. Je le dis d'expérience. Il y a un système fiscal à l'étranger qui fait que même des fois, les Européens eux-mêmes essaient de quitter leur pays pour s'installer ailleurs. Donc, si aujourd'hui on espère aider sa communauté ou devenir philanthrope, il faut qu'on ait les moyens. Et pour avoir les moyens, il faut justement travailler en Afrique, travailler dans ce pays. L'Afrique, c'est demain. Le développement économique des 10, des 15, des 20 prochaines années, ça se passera en Afrique. Et en tant que visionnaire, en tant que jeune Africain entrepreneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce mouvement, et nous voulons justement être des pionniers du développement de l'Afrique à travers les activités économiques que nous avons ici. Ces activités économiques ont l'avantage d'aider la communauté. Déjà en trouvant du travail à un certain nombre de Congolais, et pourquoi pas en ayant un impact plus large à partir de ces personnes qui travaillent pour nous. Donc voilà un tout petit peu ce pourquoi nous sommes attachés à cette démarche d'action locale et d'action communautaire, parce que, comme je l'ai dit, à l'époque, ceux qui nous ont précédés, des fois dans l'expatriation, partaient pour 5-10 ans et revenaient comme s'ils n'avaient rien fait. C'est-à-dire que c'était le point zéro. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération de personnes qui vont en expatriation, mais qui peuvent, grâce aux moyens de la technologie, continuer à suivre des activités ici, continuer à faire des réunions ici, continuer à être connectés à ces chiffres d'affaires depuis l'étranger, et pourquoi pas justement aller de l'avant malgré la distance.
Vous avez visité donc le chantier de la clinique, une réunion avec votre personnel. Vous avez visité également le chantier de vos différents appartements. Comment se porte votre carrière entrepreneuriale? Alors, elle se porte très bien. Il y a éventuellement, comme tout entrepreneur, quelques périodes difficiles liées justement au marché, mais elle se porte très bien. Nous essayons au maximum de diversifier nos activités. Aujourd'hui, nous lançons dans l'immobilier, justement dans la location. Ça vient aussi du mouvement Airbnb. Nous savons qu'aujourd'hui, les gens sont plutôt friands des appartements meublés. Cette tendance et qui était une tendance aujourd'hui se confirme. C'est un vrai marché qui existe et nous voulons nous aussi justement nous positionner sur ce secteur. D'ailleurs, nous avons déjà commencé. Vous avez eu la possibilité de visiter avec vos équipes les appartements et je pense que c'est un secteur qui doit se professionnaliser encore plus au Congo. Je vois beaucoup de choses sur Internet, c'est déjà très bien, mais il faut que justement ceux qui ont la possibilité comme ça d'avoir un peu de moyens comme on le faisait pour les taxis. Aujourd'hui, il y avait des taxis. Aujourd'hui, c'est à travers Yango, mettre en place des plateformes pour que justement aider aussi ceux qui sont à l'étranger, comme le fait Airbnb, de sortir de cette gestion locale. Parce que l'un des risques, justement, quand vous n'êtes pas là, c'est que les appartements sont disponibles, vous savez pas forcément ce qu'on en fait. Il y a certainement des caméras, mais bon, les caméras, il y a des coupures de courant, il y a un certain nombre d'aléas qui font que la gestion sans des partenaires locaux est difficile. Donc ce secteur-là, effectivement, il est porteur, mais nous avons besoin des partenaires locaux pour nous accompagner justement, nous qui mettons en place ces infrastructures et améliorer la qualité de la gestion. Sinon, globalement, comme je peux le dire, nous diversifions et les activités se portent relativement bien. L'Afrique, c'est demain, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, vous avez le pied entre les deux mondes. Vous avez sûrement beaucoup de collaborateurs et beaucoup de collègues qui sont à l'étranger. Parce que si ils continuent à rester là-bas, ça représente un trou ici. Quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes les personnes qui sont à l'étranger, qui hésitent de venir investir au pays? Alors, je dirais d'abord que l'hésitation n'a pas lieu d'être dans chaque chose. Il faut étudier les forces et les faiblesses. Il n'y a pas un marché qui est sûr à 100%. Il n'y a pas un secteur qui est sûr à 100%. Même en Europe, il y a des forces et des faiblesses. Donc, on ne peut pas dire que là où ils sont, c'est le paradis, on est exemple de tout. Il faut que les gens, justement, aient la possibilité de se rapprocher de ceux qui les ont précédés, pour pouvoir identifier les secteurs porteurs et pouvoir investir. Aujourd'hui, l'investissement, ce n'est pas forcément construire un terrain depuis l'étranger comme beaucoup le font et se sont fait rouler, si on peut utiliser cette expression familière, mais c'est aussi justement faire des investissements sur des secteurs financiers, par exemple. Il y a des groupes aujourd'hui qui vous permettent justement de gagner un tout petit peu plus en investissant votre argent en dormant. Je ne vais pas citer certains groupes de la place, peut-être comme l'Archer Capital ou les autres, qui se sont installés, mais qui aident certaines personnes à faire de l'investissement depuis l'Europe, depuis Kuala Lumpur ou depuis n'importe quel pays et à avoir des revenus. Donc, ne pas considérer qu'investir au pays, c'est simplement venir construire une maison ou avoir quelque chose, comme on dit, qui est physiquement visible. Investir au pays, ça peut être aussi toute autre chose. Ça peut être dans des logiciels, ça peut être investir des parts dans une société, ça peut être justement placer son argent dans ces sociétés d'investissement. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a les moyens de faire des choses. Il suffit simplement de se renseigner, de prendre la peine de venir sur le terrain, de l'explorer et pourquoi pas de repartir de là avec justement en ayant laissé des racines plantées qui vont petit à petit produire des arbres. Docteur Christian, nous allons continuer à vous suivre. Nous arrivons donc à la fin de cette interview. J'espère que prochainement je vais vous retrouver à Paris ou en Suisse ou à Dubaï. Quelle est votre vision à long terme et surtout quel est votre dernier mot pour cet entretien? Alors, ma vision, c'est déjà de continuer à développer le Congo. Je dis souvent, ne demandez pas ce que le Congo peut faire pour vous, demandez-vous surtout ce que vous pouvez faire pour le Congo. Nous sommes jeunes, moins de 50 ans, il ne revient pas à ceux qui nous ont précédés de construire. Ils ont peut-être la sagesse, mais la force, c'est nous qui l'avons et nous devons nous positionner parce que demain, peut-être que nous n'aurons plus les mêmes possibilités. Donc, c'est maintenant. Et pour clôturer, c'est un message simplement d'amitié et de fraternité que j'envoie à nos frères et nos sœurs congolais qui vont peut-être suivre ce podcast en disant que il faut pas avoir peur d'avoir des ambitions.
Aujourd'hui, nous avons commencé à l'université Mariam Gwabi, mais nous prenons des positions dans des grands pays internationaux avec ce diplôme issu de l'université Mariam Gwabi. Donc, il n'y a pas de limite à avoir des ambitions élevées et ce n'est que comme ça que vous pourrez personnellement vous développer et demain aider à développer notre pays. Il n'y a pas de limite, c'est pas mauvais d'avoir des ambitions élevées et demain c'est comme ça que vous allez aider votre pays. Créer une entreprise rentable tout en étant au service de la communauté, c'est la devise, on n'oublie pas. Nous avons reçu donc le docteur Christian Bungu, qu'on va retrouver plus tard, peut-être, mais déjà une dernière question. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? On dit souvent qu'on annonce sa candidature à la dernière minute. À la dernière minute. Donc, on va pas répondre. On va pas répondre. Et c'était pour conclure cette émission. Merci, à très bientôt et on se retrouve plus tard.